Bon, je remercie Céline et Caroline de m'avoir conviée à cette table ronde qui va peut-être élever le fameux débat actuel opposant la science et l'idéologie. Quand l'idéologie prend corps, c'est le titre. Je suis née dans le mauvais corps. Cette assertion me terrifie. Mon corps ne me convient pas, mon corps me fait souffrir, certaines parties sont bonnes à jeter pour être mieux entendues. Mon métier de gynéco m'a confrontée à la nudité des corps féminins. Certaines femmes à l'aise dans leur corps, d'autres pas du tout. Le malaise corporel pubertaire est usuel, de là à substituer ce corps. Bon, je vais vous soumettre quelques très brefs points de réflexion. On voit actuellement de nombreux jeunes qui s'engouffrent dans les dérives de la chirurgie esthétique, à la recherche d'un idéal de perfection. De quelle perfection parlons-nous? Est-ce que ce seraient les critères de YouPorn, puisqu'on va jusqu'à se refaire des vulves pour qu'elles soient plus infantiles? Je passe à une autre forme de science. Étant donné les données de l'oncogénétique et de la médecine préventive, on discute, nous médecins, l'ablation d'organes sains qui risquent de se cancériser dans certaines, malheureusement, maladies génétiques des femmes. La mise en balance de la préservation de la vie et la mutilation est soumise à notre déontologie scientifique. C'est une grande discussion. Dans un troisième temps, on peut aborder la médecine du ressentisme de l'enfant, on en a beaucoup parlé, et de sa toute-puissance. A-t-on le droit d'empêcher le corps de l'enfant de se transformer? Comme il a été dit ce matin, l'enfant va habiter le corps de l'adulte qu'il sera plus tard. Et je tiens à rappeler que tout petit mammifère, nous sommes des mammifères, voit après sa naissance une mini-puberté, c'est-à-dire un afflux d'hormones qui va préparer son corps à l'acquisition ultérieure de sa fertilité et qui va jouer un rôle dans la maturation de son cerveau. Et il ne faut pas oublier que nous possédons des tas de récepteurs d'hormones sexuelles dans nos tissus, notamment au moins 11 du cerveau. Alors, quelle est cette médecine idéologique qui voudrait nous pousser à renoncer à nos principes hippocratiques et déontologiques? Où se trouve la confusion? Bon, je suis bien consciente que j'ai beaucoup trop de questions qui m'assaillent. Pour tenter d'y voir plus clair, 3 intervenants brillants vont intervenir, que je vais présenter avec le plus grand plaisir. Je vais me permettre un petit aparté. En lisant le titre, j'ai évoqué, dans ma tête, je n'ai pas pu ne pas évoquer le corps profané de cette petite de 12 ans, qualifiée de petit 7 octobre. Où en arrive l'idéologie? Je ne me permettrai pas de faire un jeu de mots psychanalytique, je ne suis absolument pas psychanalyste. Et puis, une dernière petite remarque. Hier, je parlais à un grand congrès de gynécologie du sud de la France, le sujet étant transidentité, adolescence, les pièges et les souffrances. Il y avait beaucoup de choses à dire, ça a été apprécié. Et tout ça dans la préservation de nos jeunes. Mais après moi parlait un chirurgien, urologue de formation, qui fait de la réassignation sexuelle, donc il nous a montré toutes ces interventions de mutilation, transformation, et il nous a bien expliqué qu'il ne se pose aucune question idéologique, que lui, en tant que chirurgien, très compétent d'ailleurs, il pratique une chirurgie lourde, douloureuse, avec reprise, avec complications, mais que ces gens, quand on vient lui demander d'opérer, de changer les organes sexuels, il ne réfléchit pas, il le fait. Je crois que nous ne partageons pas la même idéologie. Alors, excusez-moi pour cette petite... Tout d'abord, je vais présenter le docteur Anne-Laure Bock, praticien hospitalier, neurochirurgien. Comme cela ne lui suffisait pas, elle est docteur en philosophie. Sa thèse de philo-éthique s'intitule « Médecine technique, médecine tragique ».
Elle siège au conseil scientifique du séminaire d'éthique biomédicale du Collège des Bernardins. Et comme ça ne suffisait toujours pas, elle est une alpiniste chevronnée. Elle va nous exposer quelle forme prend l'idéologie aujourd'hui en médecine. Merci. Merci à vous. Oui, c'est un chirurgien qui prend la parole en premier pour parler de ce problème de la mutilation. Bien que la mutilation ne soit en rien l'apanage de la chirurgie. Car la médecine en général et la chirurgie en particulier sont souvent confrontées au problème de la mutilation. La première situation est la plus simple sur le plan moral, à défaut de l'être toujours sur le plan technique. Il s'agit de réparer les séquelles d'une mutilation naturelle, consécutive à une maladie ou un accident. Et c'est le domaine de la chirurgie reconstructrice, une magnifique chirurgie, j'ose le dire. Ce matin, on a entendu certains qui critiquaient la chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice. C'est une merveille de chirurgie qui fait beaucoup de bien. Cette situation est simple. La deuxième situation où la médecine et la chirurgie se confrontent à la mutilation, c'est une situation plus triste, mais néanmoins parfois nécessaire. Il s'agit, par le traitement, de provoquer une mutilation, mais dans un but noble, celui de sauver la vie du patient. Et là, c'est le cas globalement de la cancérologie, où il faut sacrifier un organe. Alors, il y a beaucoup d'organes qu'on peut sacrifier, sein, poumon, côlon, la vessie, j'en passe. À peu près tout peut être sacrifié, pas le cerveau d'ailleurs, pas complètement. On peut sacrifier des petits bouts de cerveau, mais ceux qui n'ont pas de fonction. Mais c'est un organe qui est atteint d'une tumeur maligne. Et la médecine n'accepte cette obligation que, je dirais, contrainte et forcée du fait d'un pronostic vital engagé. Et la tendance actuelle est d'ailleurs ce qu'on appelle la désescalade, c'est-à-dire qu'on essaie de préserver au maximum l'organe touché. Et autant que possible, le geste mutilant sera suivi d'une intervention de reconstruction. Et la désescalade, actuellement en cancérologie, est quelque chose de réel. Ça se voit bien, par exemple, en cancérologie mammaire, où on a commencé par enlever tout le sein, et puis enlever les ganglions qui allaient vers le bras, ce qui provoquait des séquelles. Puis petit à petit, on enlève de moins en moins. Il y a la technique du ganglion sentinelle pour enlever moins de ganglions. On fait des tumeurectomies et non pas des mammectomies. Bref, on réduit la mutilation autant que faire se peut. Mais nous allons maintenant parler d'un troisième type de mutilation, ce à quoi nous n'étions pas, nous, médecins, habitués, et une mutilation qui nous est demandée par la société. Alors la société au sens large du terme, c'est la mutilation de corps, d'organes sains, mais que la personne, au nom de son autodétermination, juge mauvais. C'est l'affaire d'être né dans le mauvais corps, et en validant l'idée que l'on peut naître dans le mauvais corps, la société exige de la médecine qu'elle rectifie certains corps. Pourtant, certains corps qui, regardés à l'aune de leur fonctionnement biologique, sont tout à fait efficients et pas malades. Cette rectification est donc une mutilation du corps naturel, un corps sain, fonctionnel, pour aboutir à un corps artificiel, donc le contraire de naturel, un corps malade, puisqu'il va avoir besoin du soutien de la médecine au très 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 long cours, un corps dysfonctionnel. Un corps qui va perdre son équilibre spontané et son autonomie. Autonomie est un mot important ici. Certes, la médecine s'occupe des gens malades, mais finalement, dans beaucoup de cas, elle ne s'occupe pas du tout des gens, parce que, justement, ils vivent très bien sans elle. Eh bien, une fois que la médecine sera passée pour rectifier ces corps qui, eux, étaient spontanément équilibrés, ces gens se mettront dans la dépendance définitive de la médecine, donc ils seront bien comme des malades, ils auront besoin de prendre au long cours des médicaments, ils auront besoin de nouvelles interventions, parce que les premières interventions auront souvent eu des résultats avec des effets secondaires. Bref, ils deviendront otages, en quelque sorte, au long cours de la médecine. Donc, c'est un corps qui aura besoin, au long cours de la médecine, pour continuer à fonctionner quand même. Knock en avait rêvé, cette médecine l'a fait. Je ne veux pas voir autour de moi d'hommes sains, je ne veux voir que des malades. Eh bien, je vais transformer des hommes qui étaient sains et autonomes en malades. Hommes au sens humain, excusez-moi, mais vous l'avez compris.
Et ici, il faut distinguer fonction et forme. Tout organe a certes une forme invisible pour les organes profonds, comme sont les viscères, qu'en général, vous ne voyez pas directement. En général, contrairement à certaines vaches qui ont une sorte de hublot dans le ventre pour regarder ce qui se passe, vous ne regardez pas votre foie, votre rate fonctionner. Mais il y a des organes qui sont superficiels et qui sont visibles. Par exemple, la peau, tout simplement, c'est l'organe le plus visible qui soit. Les seins, le pénis, il y a une partie visible de nos organes. Mais ces organes ont aussi et surtout une fonction. Or, c'est au nom de la forme, en l'occurrence l'apparence de leur corps, que les personnes dites trans nous demandent de sacrifier certaines fonctions. Et en l'occurrence, la fonction des organes génitaux, qui est, disons, double, donner du plaisir, donner des enfants. En modifiant leur apparence pour les faire ressembler à l'autre sexe, avec plus ou moins de réussite, médecins et chirurgiens condamnent les patients à l'anorgasmie et à la stérilité. C'est un dilemme qui est particulièrement cruel quand il s'agit d'enfants. Pourquoi ? Avant même d'accéder à ces fonctions, puisque les enfants n'ont pas encore la fonction génésique et la fonction de plaisir érotique, en tout cas pas comme les adultes, donc avant même d'accéder à la fonction érotique et la fonction génésique, les en voilà privés. Et le consentement éclairé, qui est quand même la pierre angulaire de la relation de soins, est ici impossible. Un enfant, par définition, sans expérience de la sexualité adulte, ne peut mesurer les enjeux d'un tel sacrifice, d'une telle mutilation. Même si on lui explique, ça restera toujours complètement abstrait. Et alors ne parlons pas d'un enfant fragile sur le plan psychologique, un enfant en souffrance, comme c'est à l'évidence le cas d'un enfant souffrant d'angoisse de sexuation pubertaire. Résultat clinique décevant, très décevant, mutilation définitive, effets secondaires en cascade, de la chirurgie, c'est évident, mais de la médecine aussi, les hormones, on en parle et on reparle, des effets secondaires à court et en long terme, et en plus particulièrement vrai quand il s'agit d'un traitement au très très long cours, ce qui fait que quand c'est chez des enfants, ça va être encore plus long. Quelqu'un qui fait sa transition à 40 ans, disons qu'il a 40 ans d'espérance de vie, on peut se dire qu'il va être traité pendant 40 ans. Quelqu'un qui fait une transition à 10, faites le calcul, ça va être une longue exposition à ces effets secondaires, à ces traitements qui donnent des effets secondaires. Donc, les soignants ne peuvent pas ne pas assister aux effets primaires et surtout secondaires de leur action, c'est-à-dire des patients et des familles brisés par les fausses promesses des marchands d'illusions, des soignants qui sont contraints de renier le fameux primum non nocere. Alors pour nous faire avaler de telles couleuvres, l'idéologie ne recule devant aucun moyen de pression. Il faut faire preuve de courage pour résister aux manœuvres d'intimidation et c'est nécessaire pour défendre l'intégrité corporelle et psychique de notre jeune patient. Alors comment, me direz-vous, après un tel tableau, les médecins qui sont quand même, enfin les soignants qui sont quand même pas des monstres pour la plupart, il y a des monstres parmi nous, mais il y a tout, la plupart ne le sont pas, comment font-ils pour faire quand même ? Alors tout d'abord, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas dire « les médecins font ». Il n'y a pas une unanimité parmi nous, il n'y a pas une vision totalitaire. Donc il y a des médecins, certains soignants qui vont faire ces traitements. Et ils sont en fait minoritaires, très minoritaires, archi-minoritaires. Ce sont des minorités qui acceptent cette situation. Comment font ceux qui n'acceptent pas cette situation ? En fait, c'est très simple, il suffit qu'ils ne fassent pas. Et la première barrière, c'est la technique. Il suffit qu'ils se déclarent non compétents dans son domaine, qu'ils choisissent une autre spécialité. Par exemple, s'ils ne veulent pas faire des mutilations génitales chez des enfants, ils n'ont qu'à choisir la neurochirurgie adulte. Il est assez peu probable qu'ils soient conduits à faire des mastectomies chez des adolescentes. Donc la première solution très simple, c'est de choisir une spécialité qui n'est pas confrontée à. Et c'est quelque chose qui est très utilisé chez nous. Le fait de choisir une spécialité qui va être en accord avec sa conscience morale. Vous voyez, la technique, le choix de la technique va être un rempart à notre fort intérieur. Deuxième possibilité, adresser les patients au centre de référence. C'est toujours au nom de notre incompétence technique que nous allons pouvoir nous protéger. Et cette attitude protège bien les soignants, mais protège-t-elle les patients ? Dans une situation où les patients sont attribués de façon assez fixe à un lieu, oui.
En revanche, dans une situation, on pourrait dire, de nomadisme médical, libéral, où les gens peuvent choisir qui les traite et évidemment avoir des listes grâce aux réseaux sociaux, le principe des centres de référence va amalgamer les patients et les soignants qui décident de jouer le jeu de l'idéologie. Donc il se pourrait, et c'est ce qui a été fait dans l'histoire de la clinique Tavistock, que briser le monopole de ces centres de référence ou de prétendues références, ce soit une façon de remettre du bon sens, de remettre de la diversité dans les approches et remettre un peu, oui, de bon sens et diminuer le risque de mutilation définitive qu'on fait courir à nos jeunes patients. Merci. Je vais me permettre de rajouter à votre magnifique propos que j'ai détaillé hier un dernier sondage JIM sur le nombre de soignants qui sont d'accord pour soigner des jeunes en dysphorie de genre, en angoisse des sexuations pubertaires, ils ne le connaissaient pas assez. 84% ne sont pas d'accord. 5% sont d'accord, le reste est sans opinion. C'est le dernier sondage. Et évidemment, il y a malheureusement sur les réseaux et des tas d'associations qui conduisent ces jeunes à se traiter très rapidement. Le deuxième intervenant est le docteur Thierry Delcourt, psychiatre, pédopsychiatre et psychanalyste, ancien assistant des hôpitaux psychiatriques, expert près des tribunaux. Il a été rédacteur en chef des revues de psychiatrie pendant plus de 10 ans. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont en 2021 La fabrique des enfants anormaux, nombreux autres, notamment sur l'art et autres. Il va nous présenter quelle forme prend aujourd'hui l'idéologie en psychiatrie. Oui, alors quelle forme prend l'idéologie? On va se limiter à la pédopsychiatrie, hein. Sinon il y aurait beaucoup à dire. Et donc j'en vois en tout cas deux formes paradigmatiques et je vais me limiter à ça. Et dans une situation qui est plutôt dramatique pour la pédopsychiatrie, et qui est paupérisée, qui nous sommes très peu nombreux, submergés de travail, et donc c'est une voie ouverte pour que non seulement nous soyons inaudibles et invisibles, mais aussi pour laisser la place à d'autres, notamment aux neuropédiatres, notamment à un certain nombre de, j'allais dire, de charlatans, puisqu'on nous traite de charlatans, nous maintenant, on peut aussi traiter les autres de charlatans, hein, on a le droit. Toujours est-il que voilà, ces deux formes, je vais vous les donner brièvement avec un petit exemple. La première, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un enfant nous vient souvent tardivement. Il y a un signe, un symptôme, une singularité, une simple différence. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand il y a une simple différence? C'est-à-dire il est immédiatement pointé, notamment à l'école, comme anormal. Hein, d'où ce livre que j'avais écrit. Et on va lui poser une étiquette d'emblée et bien sûr proposer un bilan. Et comme on le sait, dans les bilans, on ne trouve que ce que l'on cherche. C'est-à-dire si un neuropsychologue fait des bilans de TDAH, il va trouver un TDAH, c'est simple. Et la grande majorité des enfants qui nous reviennent maintenant, voilà, j'ai un TDAH, vous savez ce que c'est, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, et il faut simplement que vous validiez, parce que comme ça, j'aurai les financements de la MDPH de façon à pouvoir avoir les traitements et les rééducations, notamment traitements médicamenteux. Et on se retrouve avec des situations où effectivement les enfants, à leur corps défendant, parce qu'ils sont traversés par cette idéologie, viennent avec cette étiquette TDAH, TSA, trouble du spectre autistique, avec le 10 et avec le sommet des choses, puisqu'il résiste un peu, le pauvre, avec le top, c'est-à-dire le trouble oppositionnel avec provocation. Et nous avons affaire à ça en voyant maintenant, malheureusement, arriver des enfants qui sont déjà sous méthylphénidate, la fameuse Ritaline, et des antipsychotiques, avec tous les inconvénients que ça a, à la fois sur le plan cognitif, métabolique, etc. Voilà, donc ça c'est la première situation, j'insiste pas parce qu'elle n'est pas vraiment dans notre réseau, mais elle fait partie, ils sont aussi traversés dans leur corps par ça, non seulement dans leur agitation, mais aussi dans leur mal-être. La deuxième, c'est
l'adolescent, l'enfant, l'adolescent, enfin le préadolescent souvent, qui se saisit d'une étiquette dans l'air du temps et qui s'identifie à elle. Je suis bi, je suis trans, je suis TDI, trouble de dissociation de l'identité, je suis non-binaire, je suis borderline, et voilà. Et ils arrivent comme ça. Ça ne nous gêne pas. On a toujours eu des personnes qui viennent en nous disant « je suis ça », et on travaille cette première invitation à s'interroger. Or, ce n'est pas ça qui se passe là. Ce n'est pas une interrogation, c'est « je suis ce qu'on me dit ». Ce n'est pas simplement « je suis » au sens d'être, c'est « je suis » au sens de suivre ce qu'on me dit. Et à la fois, c'est apaisant et à la fois, c'est apparemment rassurant, c'est-à-dire ça fait groupe. Et je vous cite une situation d'une jeune fille que je reçois en 5e, 12-13 ans, et qui manifeste angoisse, insomnie et un début d'anorexie assez préoccupant. Et au décours de nos échanges, elle me dit « de toute façon, dans ma classe, on est tous bi ». Je m'étonnais, donc bi quoi, voilà, donc bisexuel, voilà. Et ensuite, elle m'explique qu'elle commence à parler justement de son angoisse autour de ça. C'est qu'une de ses amies qui est un peu plus âgée qu'elle et qui est trans, elle me dit trans, a un crush avec elle, et donc là, la réalité lui est renvoyée en pleine figure, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais vraiment dans la réalité être obligé d'être bi où je vais me situer, etc. Et donc, voilà, quelque chose arrive comme ça. Et je pense que c'est important. Tout à l'heure, Céline Masson et Caroline Eliachev ont parlé de cette angoisse de sexuation pubertaire. Je trouve que c'est un terme extrêmement intéressant et auquel on pourra ajouter, lui, l'angoisse de sexualité et l'angoisse d'identité aussi autour de ça. Autrement dit, la pression de l'idéologie pousse à s'identifier à ce à quoi elle assigne. C'est une espèce de tour de passe-passe, un jeu de bonneteau qui fait croire à l'ado qu'elle le libère d'une assignation, en fait en lui imposant une réassignation et une contrainte identitaire. Et à ce moment-là, il n'est plus la peine de comprendre le symptôme. Et nous, psy, nous sommes des gêneurs, si ce n'est des charlatans, parce qu'effectivement, on vient à un moment donné oser poser un questionnement. D'ailleurs, maintenant, on n'a plus la liberté de ça, puisqu'on n'est plus du tout dans le circuit. Voilà. Et là, on assiste à une espèce de court-circuit de la problématique complexe à laquelle on a affaire d'un être bio-psychosocial et neuro aussi, bien sûr, mais voilà. Et je vous donne un dernier exemple d'une jeune fille qui a 17 ans et demi, qui vient me voir en me disant « je veux un certificat ». Parce que dès mes 18 ans, à l'âge de mes 18 ans, je me fais opérer. Je me fais opérer parce que je veux me faire retirer l'utérus. Et le chirurgien exige que j'ai un certificat d'un médecin. Je dis, bon, peut-être on peut y réfléchir un peu. Et là, je prends une volée de bois vert, effectivement. Et là, traiter, effectivement, tous les psys, des charlatans, etc. Enfin, tout ce qui se dit dans ces situations. Et la seule solution que j'ai trouvée, écoutez, revenez quand vous aurez 18 ans, on va peut-être trouver quelque chose. Je bottais en touche, mais je sais très bien que en traversant la rue, comme un certain... elle va trouver quelqu'un qui va lui faire le certificat pour qu'à 18 ans, elle puisse avoir son hystérectomie, alors qu'elle me dit quand même que peut-être elle aura un enfant, mais d'une autre façon. Voilà. Voilà. Autrement dit, et sont pas des situations paradigmatiques, effectivement un peu caricaturales, mais c'est quand même notre quotidien. Sachant que notre quotidien, c'est aussi quand même des souffrances graves. On est submergé de travail avec des situations, et je vais y venir justement par rapport à ça. Et ce n'est pas par hasard. Autrement dit, la tromperie et la manipulation idéologique conduisent à l'illusion d'un choix. Je suis ce que je décide, on a beaucoup parlé aujourd'hui, sans avoir conscience d'être l'objet et même le porte-drapeau d'une cause, quelle que soit cette cause-là. Autrement dit, on détourne de la construction d'une identité, et c'est une espèce de clivage pathétique qui, en lieu et place de la prise de conscience et de l'élaboration de sa propre altérité, je est un autre, comme disait tout à l'heure Jean-Pierre, mais aussi de la conflictualité psychique qui est inhérente à nous tous, et pas seulement même à l'adolescent, et qui fournit
et qui, heureusement, nous fournit du trouble, du mal-être. Voilà. Mais en même temps, il y a une solution, il y a une réponse à ça, et qui n'est pas une réponse immédiate, bien sûr, de satisfaction de l'exigence, mais d'interrogation et d'intelligence humaine d'interroger tout ça. Le problème, c'est que ce clivage va induire une forme de dissociation psychique qui aggrave le mal-être et qui a une espèce d'effet spirale comme ça, de déréalisation et de dépersonnalisation chez ces jeunes, d'où ce qu'on constate en ce moment et qui est relativement grave, c'est l'augmentation importante des états limites, des troubles dissociatifs de l'identité, des différentes formes d'addiction et de dépression de l'enfant et de l'adolescent, des attaques du corps, parce que les automutilations sont extrêmement importantes, vous le savez, et puis aussi des troubles suicidaires, et notamment ce qu'on constate, et c'est confirmé par les chiffres, l'augmentation importante des suicides des préadolescents. La bêtise du professionnel, parce que je crois que c'est vraiment une bêtise, c'est de valider l'étiquette posée sur le prétendu trouble sans chercher à décrypter la demande. C'est une bêtise et c'est une faute professionnelle. Un signe ou une affirmation et hop, mise en place d'un protocole ad hoc sans mesurer la violence que cette surdité va induire. La violence, autrement dit, retournons les choses, la violence n'est pas de questionner une étiquette comme on ose le faire nous, mais de valider cette étiquette sans chercher à comprendre, sans chercher et sans pousser à ce que cette analyse se fasse. Conséquence, on renforce de cette façon l'emprise idéologique et on neutralise la fonction d'appel du symptôme avec laquelle on a toujours travaillé. Donc on aliène l'enfant et surtout on le met en danger, comme vous l'avez bien cité, madame. Sommes-nous contraints de devenir des exécutants, ce que je ressens de plus en plus, des complices actifs ou même des poltrons passifs face à la pression des catégorisations, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, TDAH, etc., mais aussi celle effectivement de la transidentité, et aussi des dictates, des exigences des usagers, comme on dit, mais aussi des autorités administratives qui nous enjoignent maintenant de prendre des positions qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas éthiques, des autorités administratives qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. OK, j'ai presque terminé. Et puis des influenceurs de tout poil. Pour moi, non, résister, c'est la moindre des choses afin d'éclairer les enjeux inconscients du trouble, quels qu'ils soient, et d'aider le jeune à comprendre la complexité de ce que se joue derrière sa demande, comme je vous le disais, ou la demande de l'entourage. Il ne faut jamais perdre de vue la dimension psychodynamique et psychosociale derrière un symptôme. Résister à la pression de l'étiquetage et à l'injonction idéologique dont les jeunes sont l'objet, c'est le fondement éthique d'une pédopsychiatrie, mais aussi d'une psychologie et aussi d'une psychanalyse qui vise à préserver la complexité de l'humain et la richesse qu'offrent ses doutes, donc son humanité. Et j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir... On m'a demandé de jouer le maître des horloges. Alors, c'était tellement bien et on n'a pas le temps de faire de commentaires. Je vais présenter le célèbre Jean-Pierre Winter, psychanalyste et essayiste. Il a produit de nombreux ouvrages, notamment sur la GPA, la transmission, la place du père, l'homoparenté, l'homoparentalité. Et nous allons écouter les propos d'un psychanalyste éclairé sur le sujet « Quelle forme, au pluriel, prend l'idéologie aujourd'hui en psychanalyse ?» Merci. Merci pour cette flatteuse présentation. On n'entend pas ? Ah bon ? Ça va mieux ? C'est prêt. Depuis que cette affaire a commencé, enfin en tout cas depuis que je m'y suis intéressé, je me pose la question de savoir est-ce qu'on a affaire à une erreur de la part de ces jeunes qui sont tombés dans le mauvais corps ou à une illusion. Et c'est pas pareil, une erreur et une illusion. Une erreur, ça se corrige. Une erreur, c'est au fondement même de ce qui permet à la science d'avancer. Une succession d'erreurs et de corrections d'erreurs. Une illusion, c'est beaucoup plus difficile.
Ça touche à la religion, ça touche à l'idéologie, ça touche surtout à la conviction. Et là, croyez-en mon expérience, quand on a affaire à de la conviction, il faut une patience, j'allais dire d'ange, mais en fait une patience diabolique pour tenir le coup face à une conviction. Deuxième question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe chez les psychanalystes, en tout cas chez certains d'entre eux, pour que tout d'un coup, quelque chose avec quoi un jeune patient, une jeune patiente vient les voir, et qui manifestement, je vais y revenir tout à l'heure en détail, mais manifestement, comme l'a dit Thierry Delcourt tout à l'heure, se présente comme un symptôme, qu'est-ce qui fait que ça n'est plus entendu comme un symptôme? Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre ça au pied de la lettre? C'est bien la première fois. Enfin, je veux dire, si quelqu'un arrivait en vous disant je suis un cheval, vous diriez ben il y a peut-être quelque chose à explorer, quoi. Hein, vous n'allez pas le prendre à rebrousse-poil, c'est sûr, mais quand même. Bon. Dans la lignée de ce que disait le professeur Robert ce matin, personnellement, par exemple, je ne suis pas handicapé. C'est mon ressenti. C'est comme ça. D'ailleurs, vous voyez, je cours, j'accours. C'est un ressenti, et si j'arrive devant mon psychanalyste et que je lui dis « je ne suis pas handicapé », je vais bien voir qu'à son regard, quelque chose va me dire que il faut attendre un peu pour savoir de quoi je parle. Ça, c'est la deuxième question. Donc. Troisième question, c'est est-ce que tout ça est bien nouveau? Alors, franchement, ce n'est pas une nouveauté. En tout cas, depuis que Freud, je vous disais ce matin, je reviens aux fondamentaux de Freud. Parce qu'une grande partie de ce qui se passe dans une certaine idéologie de la psychanalyse aujourd'hui pense avoir dépassé Freud. Ce qui est d'une prétention absolument hallucinante, surtout de la part de gens qui ne l'ont pas lu. Alors, ce n'est pas une nouveauté, parce que depuis qu'il a posé les bases de ce qui est psychanalytique et de ce qui ne l'est pas, les tentatives d'inclure la psychanalyse dans des systèmes de pensée plus ou moins politiques n'ont pas manqué. Je ne vais pas vous faire de l'histoire là, mais pour mémoire, je peux invoquer les mannes de Jung, qui pensait que quand même on pourrait alléger tous ces trucs là de Freud sur la sexualité infantile avec un vocabulaire un petit peu plus commun, quoi. Hein? Et Freud lui répondait, mais quand on cède sur les mots, on cède sur les choses. C'est quelque chose qui est très précieux dans l'affaire qui nous occupe. Adler, c'est pas le Victor Adler socialiste, auquel Freud, dans sa jeunesse d'ailleurs, pour lequel il avait eu plus ou moins des sympathies. Hein. Wilhelm Reich, auquel Freud avait cru aussi à un moment donné que c'était un excellent thérapeute. Et puis, comme vous savez, Marcuse, Sartre, et plus près de nous, Deleuze, Guattari, j'en passe, et de moins célèbres. Et de nos jours. De nos jours, c'est quoi? C'est l'idée qui se répand dans la sphère comme ça idéologique qui soutient ce contre quoi nous nous réunissons aujourd'hui. L'idée serait celle d'une psychanalyse, tenez-vous bien, émancipée. Il y a même une psychanalyste, elle est enseignante, hein, c'est-à-dire qu'elle forme de jeunes psychologues dont certains croient qu'ils vont devenir psychanalystes, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « La psychanalyse émancipée » et qui a comme ça des gens qui la suivent dans cette idée d'une émancipation. Moi, j'ai toujours pensé, mais j'allais dire que je suis vieux, c'est pas vrai, je suis jeune, j'ai toujours pensé que la psychanalyse était émancipatrice. Alors quand on me dit la psychanalyse émancipée, évidemment ça m'intrigue et je vais voir de quoi il s'agit.
Eh bien, la psychanalyse émancipée, la question est de savoir de quoi elle est émancipée. De Freud, de Lacan, et pour bien comprendre, je vous le disais, je vous l'annonçais, il faut revenir à ce que Freud et Lacan, entre autres, car il y en a d'autres qui ont pensé la chose avec intelligence, qu'est-ce qu'ils ont dit du transsexualisme? Alors, c'est assez étonnant. Un des ouvrages majeurs de Freud sur la question de la sexualité infantile, ce sont les 3 essais sur la théorie sexuelle. Ce qui est étonnant, ce n'est pas qu'il ait écrit ça et qu'il l'ait révisé, que c'est un texte sur lequel il est constamment revenu. C'est un texte, si vous l'avez eu en main, dans lequel vous allez voir, il y a une infinité de notes qui correspondent à des changements au fur et à mesure de son expérience clinique. Il modifie ce qui est sa théorie. C'est un véritable travail scientifique qui tient compte des à peu près d'une époque pour les remplacer par des à peu près d'une autre époque. Voilà ce qu'il dit dès l'entrée. C'est ça qui est intéressant. Dès l'entrée, dès le moment où il va se poser la question de la sexualité infantile, qui est, à mon avis, le cœur même de la pensée psychanalytique, voilà ce qu'il dit. Dès le début, il va poser la question de l'homosexualité et de la différenciation, de la manière de différencier la problématique homosexuelle de la problématique transsexuelle. C'est important. C'est dans les premières pages, dans les toutes premières pages, page 47-48, dans l'édition Gallimard, éditée par le regretté Pontalis. Voilà ce qu'il dit. Alors, je ne vais pas vous lire tout dans le détail, mais au moins, j'ai retenu 2 phrases. La théorie de la bisexualité a été énoncée sous sa forme la plus crue, entendez crue dans les 2 sens peut-être, sous sa forme, je ne sais pas si ça marche en allemand, mais enfin en français ça fonctionne très bien, sous sa forme la plus crue par un porte-parole de l'inversion masculine. C'est comme ça qu'on appelait les homosexuels. Un cerveau, 2 points, un cerveau de femme dans un corps d'homme. Un cerveau de femme dans un corps d'homme. Malheureusement, poursuit Freud, nous ignorons les caractéristiques d'un cerveau féminin, entre guillemets. La substitution du problème anatomique au problème psychologique est aussi inutile qu'injustifiée. Voilà, il dit ça d'emblée, avant même d'aborder toutes les questions sur les fantasmes, sur ce que j'ai entendu ce matin sur l'enfant pervers polymorphe. Je rappelle quand même que ce n'est pas un point de vue moral, c'est un point de vue clinique sur la perversion au sens sexuel du mot. Je retiendrai 3 mots sur lesquels je vous invite à méditer avec moi. Substitution, inutile et injustifiée. Et je pense que rien n'a changé de ce point de vue-là. Freud n'ignore pas que dans certains cas, très rares, comme on l'a entendu ce matin, et encore comme on peut l'entendre à différentes reprises, dans certains cas très rares, et je connais ces cas parce qu'un de mes fils, qui est pédopsychiatre, est justement impliqué dans ces comités où il s'agit de déterminer le véritable sexe d'un enfant hermaphrodite, comme on disait à l'époque de Freud, pour reprendre sa terminologie. En dehors de certains cas, donc très rares, et très précoces surtout, la question de l'identité sexuelle, comment se pose-t-elle? Mais Freud, lui, se sert de ces variations, c'est-à-dire qu'il constate qu'effectivement, il y a des variations. Il va dire, par exemple, que dans tout corps masculin, il y a des traces de féminité, de féminin, au sens anatomique du mot, physiologique du mot, et inversement. Mais il dit que ces différentes variations font en sorte que, chez tout humain, une androgynie anatomique est démontrable indépendamment de l'homosexualité. Il y a une certaine forme d'androgynie, mais limitée, constatable, mais limitée. Et il ajoute,
le penchant inconscient à l'homosexualité n'est jamais absent, et il rend les plus grands services lorsqu'il s'agit, tenez-vous bien, non pas d'expliquer l'hystérie de nos jeunes filles, mais quand il s'agit d'expliquer l'hystérie masculine. Alors j'en connais un rayon parce que ça a été ma première étude, portait justement sur le refoulé de la question de l'hystérie masculine dans la théorie psychanalytique de nos jours. Plus personne ne parle de ça, évidemment. Et pour que ça soit encore plus simple, plus personne ne parle d'hystérie, comme ça on est tranquille. Ne pas vouloir entendre ce que dit Freud là, c'est ouvrir la porte à des dérives non seulement théoriques, mais véritablement idéologiques, ayant pour finalité de faire disparaître dans le même mouvement donc la question hystérique chez les hommes comme chez les femmes, et surtout la dimension inconsciente du devenir homme ou du devenir femme. Ce que je rappelais ce matin de la formule géniale de Françoise Dolto, l'être allant devenant dans le génie de son sexe, ce qui veut dire que selon des lignes tracées pour les hommes ou tracées pour les petites filles, eh bien, chacun s'emploie à devenir dans le génie qui lui est propre. J'y reviendrai peut-être, mais je passe à ce que dit Lacan pour aller un peu plus vite. En 1971, vous allez me dire, c'est déjà antédiluvien. On a fait tellement de progrès depuis que... Il affirmait, et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il ne dirait pas la même chose. Mais enfin, pas faire parler les morts. Il disait « l'erreur du transsexuel », c'est un mot qu'on n'a plus le droit d'utiliser, mais enfin, en 1971, personne ne savait que c'était interdit. L'erreur du transsexuel, c'est de prendre l'organe pour le signifiant. Qu'est-ce à dire? Sinon que nos jeunes adolescents, en proie à une si bien nommée angoisse de sexuation pubertaire, imaginent qu'en intervenant sur leur corps, ils pourront modifier la place qui leur est attribuée par la succession des générations et par le langage. C'est ça que ça veut dire, qu'ils font une erreur en prenant l'organe pour le signifiant. Cette erreur, donc, ça répond en partie à la première question que je posais, cette erreur, puisque c'est le terme retenu par Lacan, moi je ne suis pas sûr qu'il ne s'agisse pas d'une illusion, mais enfin Lacan, lui, il disait erreur, se rencontre aussi bien chez les névrosés, chez les pervers, chez les psychotiques, et donc ça ne permet pas d'isoler ce qui serait, selon certains, un syndrome spécifique. J'ai rencontré des jeunes gens qui étaient, pour certains, véritablement psychotiques. J'en rencontre encore qui sont névrosés et qui parlent à peu près de la même manière, tous. Qui disent tous à peu près la même chose. En tout cas, que des psychanalystes n'abondent pas en ce sens pour renforcer le point de fixation, de conviction, c'est difficile. Pardon, je vais plutôt prendre la phrase à l'envers. Il faudrait que les psychanalystes n'abondent pas dans le sens de ces jeunes en appuyant leurs convictions, parce que si c'est le cas, il devient impossible d'interroger ces candidats à l'hormonothérapie, aux bloqueurs de puberté et, comme vous disiez, madame, à la médecine à vie. Et les bloqueurs de puberté, évidemment, qui commencent tous, en tout cas c'est ma clinique, c'est ça que j'ai constaté, et j'en ai parlé avec de nombreux collègues, dont certains sont ici dans la salle, ça commence toujours avec un changement de nom. Et ça, c'est vraiment très important quand on réfère ça à la phrase de signifiant, à la phrase de Lacan, prendre l'organe pour le signifiant. On voit bien qu'il y a une première préoccupation qu'il va falloir écouter et essayer d'entendre, et je vous le dis, ça peut prendre des années. Des années avant que quelque chose, ça peut être très rapide, mais ça peut prendre des années avant que quelque chose se fasse entendre du choix du prénom et de l'abandon de ce qu'ils appellent le dénem, le nom mort, celui qu'ils abandonnent, qui est celui qui leur a été donné à la naissance. Des années. Le problème existe en grande partie, donc, du fait qu'on est passé de l'autonomie, qui est l'idéologie d'aujourd'hui, à l'autonomination.
On est autonome si on s'autonome. Hein, mais ça joue un peu sur les mots. Le problème existe en grande partie, et avant tout, je pense, du fait de l'offre par quelques psychanalystes bien en vue des médias et des politiques dits progressistes d'une rationalisation de cette erreur énoncée par Freud puis par Lacan de façon donc similaire. Or, c'est bien ce qui se produit jusque dans l'université, ici et ailleurs, au nom, je vous disais, d'une psychanalyse dite émancipée. En dénouer la rhétorique n'est pas toujours aisé, car il faut commencer par perdre beaucoup de temps à démêler le vrai du faux. Ce qui, en dernier ressort, apparaît le plus clairement, c'est tout d'abord une incapacité à aborder une présentation factuelle des faits biologiques selon l'état actuel de la recherche en sciences dures, en sciences biologiques ou en physiologie. Des médecins allemands rappelaient il y a quelque temps fermement que j'ouvre les guillemets, quand des revendications psychologiques et surtout sociologiques mettent en question la notion tranchée de sexe qui permet la reproduction anisogame de la reproduction, la confusion idéologique s'installe. On notera que Freud, comme Lacan, ne renonce en aucun cas à l'importance de la différence des sexes, quand bien même ils en élaborent la complexité au regard de la théorie des pulsions et du signifiant. Et j'en finis. Vous m'avez fait signe, c'est ça ? Bon. Mais plus important encore, les psys émancipés, entre guillemets, accusent publiquement leurs collègues de ne pas écouter les patients dont ils proclament ubi et orbi que seuls eux, les patients, savent de quoi ils parlent. Certes, bien sûr, les psychanalystes écoutent, mais quoi ? Mais surtout, que font-ils de ce qu'ils entendent ? La psychanalyse émancipée adhère au discours du patient en lui faisant croire qu'il sait, lui seul, ce qu'il dit. C'est vrai, mais le problème, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Et que pour le savoir, il faut qu'il en passe par un autre à qui il viendrait parler pour arriver à savoir ce qu'il dit, ce qui est impossible, sans faire justement ce détour par un autre. Alors je conclurai en disant, conforter un analysant, un jeune analysant, dans la conviction qu'il est ce qu'il dit qu'il est, c'est le réduire à sa jouissance. C'est lui dire « tu es ce dont tu jouis ». C'est ce qui est le credo de l'ultra-capitalisme transhumaniste. Je remercie les trois orateurs particulièrement brillants et comme nous n'étions que trois,